Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission dans School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans École Ensemble, nous allons parler d'usurpation d'identité, un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Au sommaire, donc aujourd'hui, nos enfants peuvent aussi, voire même surtout, être les premières victimes d'usurpation d'identité. Que dit la loi? Que faire si vous ou votre enfant en êtes victime? Toutes ces réponses seront à retrouver dans la loupe d'Irina Capron. Que cherchent les fraudeurs en s'attaquant aux identités des enfants qui sont pourtant insolvables? Ont-ils un coup d'avance? Nous tenterons d'y voir un peu plus clair avec nos invités. Et puis, comment sécuriser l'identité de nos enfants? La prévention suffit-elle? Faut-il limiter l'accès aux fameux réseaux sociaux, créer des mots de passe qui font des kilomètres? Est-ce suffisant? Nous tenterons d'y répondre dans un instant. Mais avant, nous allons accueillir nos invités qui sont en plateau. Bonjour, merci d'être avec nous, Marie Azevedo. Vous êtes directrice d'IDVérif et vous êtes également fondatrice de l'association Réseau Club. On va en parler dans un instant. Merci beaucoup. Et puis avec nous, Nathalie Toussaint. Bonjour, vous êtes parent d'élèves à Suresnes et utilisatrice de la plateforme IDVérif. Vous avez deux enfants. On va évidemment en parler, ce sera après la loupe d'Irina. Irina, bonjour. Bonjour Mathilde. Alors parlez-nous de l'usurpation d'identité. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors une usurpation d'identité, c'est tout simplement une utilisation de nos données personnelles sans notre accord. Donc c'est le fait de prendre délibérément l'identité d'une autre personne vivante dans le but de réaliser des actions frauduleuses, qu'elles soient commerciales, civiles ou pénales. Les usurpateurs peuvent voler nos données et informations via un piratage ou alors se faire passer pour un organisme privé ou public. Il va essayer d'instaurer un climat de confiance. Alors, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Si vous voyez une annonce de location d'appartement ou de maison de vacances, l'usurpateur risque de vous demander quelques informations comme vos papiers d'identité ou alors une facture d'EDF. Et pour vous mettre en confiance, il va également vous transmettre ses photos d'identité. Mais malheureusement, ce sont souvent les papiers d'une autre victime. Bon, alors qui peut être victime d'usurpation d'identité? Alors, je dis nous depuis tout à l'heure parce que malheureusement ça peut arriver à tout le monde. Alors peu de chiffres existent sur le sujet, mais une enquête de 2009 du CREDOC, donc du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, a relevé à l'époque plus de 200 000 victimes d'usurpation d'identité en ligne chaque année. Selon une autre enquête de Kaspersky Lab, plus de 60 000 identités numériques volées ont été découvertes en vente en 2019 sur le dark web. Et avec l'importance du numérique, les chiffres augmentent. Le rapport 2022, donc plus récent, Donfido, donc une entreprise spécialisée dans la vérification d'identité en ligne, ce rapport montre une hausse de la fraude à l'identité de 44% depuis 2019. Bon, alors que dit la loi? Alors, l'usurpation d'identité est un délit. C'est une infraction prévue et réprimée aux articles 226-4-6 du Code pénal. Alors, l'article dit, je cite, « Le fait d'usurper l'identité d'un tierce ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » Il faut savoir que cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne et lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte de civil de solidarité, ces faits sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Que faire si nous sommes victimes ou nos enfants sont victimes d'usurpation d'identité? Alors, il existe une plateforme gouvernementale, cybermalveillance.gouv.fr, qui peut vous aider et vous accompagner dans vos démarches. Il est très important également de vérifier si nos documents d'identité ont été utilisés de manière frauduleuse. Et ça, on peut le faire grâce au site et à l'application IDVérif. On en parlera un peu plus tard avec nos invités. Et notre invitée également, Marie Azevedo, qui est pionnière dans l'analyse du risque de la fraude à l'identité, a créé également l'association Réseau Club. Et les missions de cette association sont d'accueillir et d'accompagner les victimes d'usurpation d'identité. Merci Irina, c'était très clair. On va passer maintenant à l'expression orale. Marie Azevedo, merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice d'IDVérif et fondatrice aussi de l'association Réseau Club. Ça fait maintenant plusieurs années que vous êtes sur ce sujet ô combien important. Déjà, nos enfants sont aujourd'hui les premières victimes de ce genre de fraude d'identité.
Alors, les premières victimes, peut-être pas directement, mais en tout cas, elles sont concernées. Et c'est un sujet qui va les poursuivre toute leur première jeunesse. Et ensuite, bien évidemment, durant toute leur vie sociale et professionnelle, dès lors qu'ils sont victimes d'usurpation d'identité. Alors, pour revenir au démarrage, à mon initiative depuis 1999, évidemment, j'ai constaté que les banques ouvraient des comptes avec de fausses identités, délivraient de vrais moyens de paiement. Donc, c'était un risque important pour notre tissu économique. Et de là, j'ai cherché à éduquer les banques, qui est le maillon faible de notre chaîne de droit. Éduquer les banques et également leur faire comprendre qu'il y avait vraiment un risque important puisque les victimes d'usurpation d'identité sont doublement victimes. Victimes par un usurpateur et victimes par ce tissu économique qui va... Le système. Parce que les banques, d'après vous, ne font pas assez attention, ne vérifient pas assez avant d'ouvrir un compte en banque, par exemple? Alors, les banques, elles sont dans un process où on demande des justificatifs, dont un justificatif d'identité. Ils ne vérifient pas suffisamment la qualité de ce justificatif. Dès lors qu'un document comporte la photo du porteur, la photo peut être la photo d'un usurpateur. Donc on est bien sûr des données personnelles d'une victime avec la photo de l'usurpateur. Et les banques n'ont pas les moyens aujourd'hui de vérifier que la photo correspond aux données personnelles indiquées sur le support d'identité. Ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes dans ce combat, notamment avec votre association Réseau Club. Est-ce que vous avez vu des améliorations peut-être dans ce domaine ou pas du tout, ou c'est de pire en pire? Alors, des améliorations pas, parce que le tout digital aujourd'hui amplifie le risque d'usurpation d'identité. Et ce qui est le plus pervers, c'est que le tout digital, donc ça nous a été un peu imposé via le Covid. Et aujourd'hui, dans les nouveaux usages, c'est tellement plus pratique que de faire une entrée en relation à distance qu'aujourd'hui, c'est un engouement pour l'ensemble pas que des banques, l'ensemble de nos institutions, que ce soit administratif ou voire même toute entreprise, e-commerce également. Aujourd'hui, le risque, il est que lorsqu'on délivre, on doit justifier ou on doit constituer un dossier qu'on va transmettre sur Internet. À partir du moment où le document sort de notre boîte aux lettres, à partir de ce moment-là, le risque cyber, il est flagrant. Le risque cyber, il est flagrant, donc on parle de cybersécurité, on parle de cybermenaces, on est vraiment sur ces sujets-là. Et ni les adultes, et encore moins les enfants aujourd'hui, n'en sont sensibles. Parce qu'aujourd'hui, quand une banque vous demande, ou quand une administration, quand une administration vous demande d'envoyer les documents confidentiels, les documents que ce soit d'identité ou justificatif de domicile, de revenus, un RIB par exemple aussi, eh bien là, c'est un grand risque qui va perdurer pendant un certain temps. Les parents, ils prennent la mesure aujourd'hui de ce fléau ou pas du tout? Vous avez l'impression qu'ils sont à côté de la plaque? Mais oui, parce qu'ils sont pas... En fait, on a l'impression que c'est un fait divers, et ce fait divers, ça n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, l'usurpation d'identité, ça arrive à tout le monde. À titre d'exemple, nous recevons des milliers de documents à expertiser par jour. Alors aujourd'hui, l'expertise, elle se fait de façon automatique. Donc on a intégré de l'intelligence artificielle, on a intégré également de l'analyse du risque par rapport à l'usage, à la fréquence d'usage d'un document, parce que cette fréquence d'usage de document va nous révéler que le document est utilisé de façon abusive. Donc ça va nous donner une information que je vais transmettre donc à la banque de façon à ce qu'ils puissent être plus vigilants par rapport à l'étude du dossier global. Alors bien évidemment, les sujets aujourd'hui que je traite, c'est dans la vérification des identités, c'est d'une part par rapport aux contraintes réglementaires, et parmi les contraintes réglementaires, il y a, je vous parle un peu technique, le KYC, tout le monde en parle, c'est Know Your Customer, la connaissance client, mais c'est également le financement du terrorisme et le blanchiment. Alors, et j'arrive le financement du terrorisme parce que c'est... On va en parler de ces fraudeurs, effectivement, de ces visages qui sont multiples et de plus en plus dangereux, c'est vrai. Nathalie Toussaint, qui est avec nous également sur ce plateau, vous êtes parent d'élèves à Suresnes et vous êtes... vous, en tout cas, consciente de ce risque, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes utilisatrice de cette plateforme, donc IDVérif. Vous avez 2 enfants. Quel âge ils ont? Alors, ils ont 14 ans et 10 ans.
Donc préadolescents et adolescents à fond dedans. On ne peut pas faire mieux. Alors pourquoi avoir choisi Idévérif et pourquoi vous avez conscience de ce sujet plus que d'autres peut-être ? Alors en fait, ça s'est fait par étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand les enfants grandissent, on leur met un outil numérique entre les mains, donc le téléphone portable. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de résister. Le smartphone notamment. Exactement. Donc qui dit smartphone dit réseaux sociaux, etc. Donc le premier travail éducatif, c'était d'essayer d'expliquer à ma fille qu'on ne dit pas n'importe quoi sur les réseaux. Donc c'était, j'ai envie de dire, la prévention classique. Ne parle pas à n'importe qui et dans ton escarcelle uniquement les contactes que tu connais. Ensuite, on parle de réseaux sociaux, excusez-moi, je vous coupe, mais de quelle plateforme est-ce que l'on parle ? Instagram, TikTok ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les plateformes sont concernées aujourd'hui. Toutes les plateformes, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, TikTok. bien sûr, la messagerie instantanée. Oui, alors ça, et puis les autres aussi, il y a les messageries, les télégrammes, etc. Enfin, vraiment, ça concerne tous les réseaux, toutes les plateformes. Un enfant, alors comme on dit, les adultes sont très peu sensibilisés, les enfants encore moins. Donc un interlocuteur au téléphone va dire dis-moi où t'habites, donne-moi tes coordonnées, je t'envoie ci, je t'envoie ça, parce qu'on trouve des moyens de sympathiser, alors que, encore usurpation d'identité, je peux très bien me créer un profil où je ne m'appelle pas Nathalie, mais je m'appelle Robert. Voilà, je suis pas une femme, personne va aller vérifier, mais je mets une photo d'une jeune fille adolescente qui a le même âge, j'échange avec un autre ado et je peux récupérer toutes les infos, toutes les données et après en faire ce que Marie... Mais alors comment on éduque ces enfants face à ça ? On leur explique déjà dans un premier temps de ne pas échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas, de ne pas donner ni son adresse, enfin moi c'est ce que je dis aux miens en tout cas, vous ne donnez pas votre adresse postale, vous ne donnez pas votre âge, vous ne dites pas où vous habitez, même pas dans la ville dans laquelle vous habitez, et vous n'échangez pas ni de documents, ni de photos sur les réseaux. Alors évidemment, je passe pour la maman un peu... Pas de photos sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. C'est compliqué, mais... Et puis les photos et les postures sur les photos, parce que je pense que toutes les personnes qui ont des enfants et des ados, c'est beaucoup les selfies, dans des postures, dans des positions, etc. Un peu sexuelle. Exactement. Donc voilà, c'est beaucoup de prévention, beaucoup de prévention, notamment. C'est compliqué. À mon niveau, en tout cas. C'est compliqué aujourd'hui, face aux réseaux sociaux, de tenir une parole et une posture en tant que parent face aux enfants. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont accessibles à tous. Alors, directement avec une identité administrative ou voire des avatars. Et c'est très compliqué d'agir au nom d'une autre personne. Donc là, il y a la réputation également de ces jeunes aussi quand ils prennent une identité de quelqu'un d'autre, d'un collègue, d'un camarade d'école. En tout cas, on les voit. C'est très compliqué d'arrêter ou du moins d'éradiquer ce phénomène et cet engouement vers le tout digital et surtout s'exposer sur les réseaux sociaux. Alors, IDVerif, pour revenir à IDVerif, effectivement, c'est une plateforme qui est issue de 24 ans d'expertise des documents d'identité, qui est principalement destinée à l'ensemble de la population française et européenne, puisque la libre circulation fait j'ai aussi expertisé des documents européens, voire internationaux, mais en tout cas européens. Et l'idée, c'est de vous dire que si vous avez le moindre doute, elle est gratuite. idverif.com, c'est gratuit. Si vous avez le moindre doute sur l'usage de votre document d'identité, si vous avez perdu votre document d'identité, si on vous l'a volé, soit vous venez juste indiquer le numéro de document, le type de document, donc carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire également, titre de séjour, donc français, européen. Si votre document n'est pas dans la base, c'est possible, et que vous avez perdu votre document, vous pouvez nous l'envoyer pour qu'on puisse l'enregistrer. L'avantage de pouvoir l'enregistrer, ça veut dire que cette information va être accessible à l'ensemble des banques et à l'ensemble de l'utilisation de tous les services que j'ai développés. Donc si on perd notre carte vitale, ou si on se la fait voler, par exemple, on va sur IDVerif, on rentre... C'est ça, toutes les informations ? Alors, pas la carte vitale. La carte vitale, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça peut être considéré comme une pièce d'identité, la carte vitale. Pas du tout. Enfin, on peut des fois la sortir quand on nous demande une identité, quelque chose. Ça ne marche pas, la carte vitale. Du tout. La carte vitale, ce n'est pas un document d'identité. Ce sera passeport, carte d'identité. Carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour. Oui. Et permis de conduire. Et permis de conduire. Voilà.
voilà, permis de conduire européen. Donc la plateforme n'intègre aujourd'hui que les documents qui justifient une identité administrative. Voilà. Et pour revenir à l'association, vous me parliez tout à l'heure de l'association et je n'ai pas relevé la qualité de cette association. La difficulté, il y a 24 ans, de parler de fraude de l'identité, non seulement c'est un sujet tabou pour les adultes, mais pour rendre ce sujet plus accessible par tous, pour faire de la pédagogie auprès des adultes, il a fallu que je crée une association loi 1901 depuis 2009. Et cette association réunit bien évidemment des victimes d'usurpation d'identité, parce que vous n'imaginez pas le parcours du combattant que vivent ces alors jeunes et moins jeunes, mais effectivement on va d'abord davantage se préoccuper des identités des jeunes que des plus de 60 ans. Donc je rassure également les personnes âgées qui sont potentiellement à la retraite sont moins concernées. Oui, mais parce qu'ils sont moins sur les réseaux, moins sur Internet, et donc forcément, ils numérisent moins aussi leurs données personnelles. Oui, parce que ce n'est pas naturellement un outil qui leur est accessible. Mais en plus de ça, ça intéresse moins les usurpateurs aussi, parce que les personnes âgées, ça nécessite que pour aller chercher un compte en banque ou des droits, ça nécessite de justifier de la retraite. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus facile de justifier des bulletins de salaire, d'éléments qui sont accessibles, qu'aller chercher des personnes qui sont retraitées avec des justificatifs un peu plus complexes, tout simplement. Pourquoi les enfants sont des... Alors, pardon, on va parler de votre BD aussi dans un instant, mais juste cette petite question. Pourquoi les enfants, surtout de plus en plus jeunes, on a du mal à comprendre pourquoi les fraudeurs se tournent vers ces victimes-là? Alors, pourquoi? Parce que les enfants... Le document d'identité, il est valable durant 10 ans. Oui. Lorsqu'on a 10 ans, lorsqu'on a 14 ans, il y a une identité administrative, donc un support qui va les suivre pendant toute cette période-là. Les enfants n'ont pas pris conscience de la valeur de ce document d'identité. Alors souvent, ce sont les parents qui vont présenter, mais parfois, il y a besoin de justifier de son identité pour une inscription à un concours, lors d'inscription pour un loisir, enfin une société de loisirs, voire même... Enfin, pour tout, on a besoin de toute façon... Eh bien, ce document, lorsqu'il est égaré, les enfants ne prennent pas conscience que lorsqu'ils égarent ce document, lorsqu'ils font une photocopie de ce document, que ce document peut être utilisé 10 ans plus tard. Et sur 10 ans après, sur un document d'identité, il y a aussi la filiation, parce qu'on parle bien de la filiation. Et donc c'est cette filiation qui fait qu'on va pouvoir suivre et poursuivre sur les réseaux sociaux la filiation de l'enfant. Vous êtes également à l'origine d'une BD qui a pour titre « À la recherche de mon identité volée », qui traite évidemment de ce sujet. Alors, on va montrer les planches. Alors voilà, on voit déjà la couverture à l'écran. Et puis ici, cette première planche. Pourquoi une BD? Est-ce que ça parle plus facilement aux enfants et puis évidemment aux parents, on imagine, hein? Voilà, évidemment. Alors pourquoi la BD? J'en rêvais de cette BD pendant un certain temps. Durant le confinement, c'est ce qui a germé, puisqu'il fallait être très active et utile. Effectivement, parler d'un sujet grave sous forme de BD, ça a été ma démarche que de dire évidemment sous forme de BD. Alors il n'y a pas beaucoup d'humour, mais par contre il y a vraiment le parcours devant un magistrat d'une victime d'usurpation d'identité et victime d'usurpation d'identité potentiellement victime de plusieurs usurpateurs. Et donc imaginez que vous partez en vacances et que vos enfants, qui aujourd'hui, vous, comme vos enfants, traversent la frontière, il y a un passage à la douane, et qu'on puisse vous dire, vous êtes recherché, vous êtes un criminel dans notre pays, et il faut justifier que vous n'êtes pas à l'origine des délits ou des crimes dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça, en réalité, on le remarque bien dans votre BD, on comprend tout à fait, en fait, que une victime d'usurpation d'identité, il a énormément de problèmes financiers, mais ça joue énormément sur le psychologique. En fait. Oui, psychologique. Alors, évidemment, le problème financier, oui, parce qu'on est redevable vis-à-vis de l'administration ou d'une banque. Alors, ce qui est vertueux, c'est qu'on ne sait qu'on est victime d'usurpation d'identité que lorsqu'il y a un huissier qui vient ou un huissier, ou alors à la douane. C'est à ce moment-là qu'il y a le choc psychologique, c'est la première étape. Ensuite, de ce choc
psychologique, il faut justifier, il faut se rappeler que les faits qu'on nous reproche, et on ne nous le dit pas tout de suite, que vous n'êtes pas à l'origine, il faut vous rappeler de ce que vous aviez fait 2 ans auparavant, 3 ans auparavant, parce que la condamnation ne se fait pas immédiatement. Il y a le temps de l'instruction. Donc voilà, même si vous avez égaré votre document d'identité, c'est probable que ce soit 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans plus tard que vous puissiez être victime. Irina nous parlait de ce que disait la loi il y a un instant. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ou il faut aller encore plus loin ? Non, c'est pas suffisant du tout. Qu'est-ce qu'il faut en plus ? Alors, moi qui, évidemment, à travers l'association, accompagne les victimes d'usurpation d'identité, quand elles ont 10, 14 ans de parcours de victime, parce que quand on ne sait pas identifier l'usurpateur... Ah mais oui. Il faut prouver après que c'est bien mon identité. Justement. Est-ce que c'est facile de prouver qui est la victime et qui est l'usurpateur ? Alors d'où ID Vérif. Et j'arrive par rapport à ID Vérif et le service que peut apporter ID Vérif. Donc évidemment, lorsque vous avez à justifier que vous n'êtes pas à l'origine de tous ces faits, lorsque vous avez à vous rappeler du parcours, parce qu'on va vous signaler que votre usurpateur, il est passé à plusieurs endroits et a commis plusieurs délits, voire crimes, mais plusieurs délits. Donc il faut vous rappeler tout ça. Donc c'est kafkaïen. Et les victimes que j'accompagne, non seulement elles ont perdu parce qu'on leur saisit d'abord tous leurs biens, parce qu'il y a une condamnation, donc on leur saisit leurs biens, voire même sont mis en... Mais là, on parle de situation extrême tout de même. Est-ce que c'est si courant que ça ? C'est très courant, bien sûr. Bien sûr, ça ne va pas rassurer notre alors, j'étais déjà qui va tout verrouiller. J'étais déjà un peu paranoïaque, mais là, j'avoue qu'à la sortie de cette émission, ce sera pire. Alors, il n'y a pas vraiment de solution pour anticiper le risque par rapport aux réseaux sociaux. Si ce n'est le plus possible. Si ce n'est que beaucoup de pédagogie. Oui, il faut accompagner les parents, il faut accompagner les enfants. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou parce que, encore une fois, quand j'ai démarré mon activité, c'était vraiment un sujet tabou auprès de nos institutions. Et au-delà d'être tabou, parce que quand on parle d'identité, l'identité c'est un sujet intime, puisque ça revient à qui nous sommes et d'où nous venons, et notre héritage et notre parcours de vie. Mais quand on parle de fraude, d'usurpation, c'était très abstrait. Donc aujourd'hui, il n'y a rien d'abstrait. Les victimes... Alors, je vous parle là pour très rapidement d'une victime qui aujourd'hui fait la une, Romain, pour le citer. Oui. Romain, il a été adopté par une famille. Donc, ayant été adopté, donc il porte le nom de la famille d'adoption, qui avait lui-même, cette famille, d'autres enfants, dont un enfant qui a commis énormément de vols à l'étalage. En tout cas, il avait un casier. Il est fiché, il a un casier. Et bien, avec la complicité du beau-père, il a pu obtenir l'identité de Romain. Quand il dit c'est mon frère jumeau maléfique, c'est qu'en fait lui, il a été arrêté une multitude de fois par la police, il a été par la gendarmerie, il n'a plus rien à son nom, mais plus rien à son nom, parce qu'à chaque fois il ne peut plus travailler, il est handicapé aujourd'hui, il reçoit une pension d'invalidité, parce que c'est juste pour vous dire, donc les on est en train de perdre notre invitée Nathalie Toussaint, je vous le dis. Oui, alors là, je pense qu'il n'y a plus de wifi à la maison ce soir. On va très, très rapidement, peut-être pour terminer, pour clôturer l'histoire, allez-y. Alors, c'est juste qu'aujourd'hui... il n'a pas été qualifié comme étant victime d'usurpation d'identité, parce que l'objectif, ce serait de changer de nom, puisqu'il a un nom d'une maman. Bien sûr. Eh bien, la justice ne lui permet pas de changer de nom. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui. Voilà. Et non seulement il y a un vrai problème, mais il y a aujourd'hui, la justice n'est pas au même rythme que les faits d'actualité par rapport aux victimes. C'est le retard de la justice, on en parle tous les jours effectivement aux infos. On va faire l'info en plus tout de suite avec Irina, puis on en reparle après. Allez, pour cette info en plus, Irina, vous allez nous parler de la CNIL qui propose aussi des ressources pédagogiques pour accompagner les enfants dans le numérique. C'est une bonne nouvelle. Oui, parce qu'on en a parlé pendant l'émission. L'usurpation d'identité concerne également les plus jeunes. Les enfants ont souvent accès à un smartphone ou un ordinateur. On en a parlé. Ils sont de plus en plus connectés. Et malheureusement, les adolescents ne font pas souvent attention et partagent sans le vouloir leurs informations personnelles. Donc, pour accompagner les enfants dans le monde numérique, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et
des libertés a lancé en octobre dernier une campagne intitulée « Tous ensemble, prudence sur Internet ». Donc elle propose des ressources gratuites dédiées aux parents, aux enseignants, mais surtout aux enfants de 8-10 ans, donc scolarisés du CE2 au CM2. Alors les ressources sont 4 vidéos qui évoquent l'identité en ligne, les cookies, le cyberharcèlement ou encore l'exercice des droits. Il y a également un jeu de cartes incluant des conseils pratiques à jouer en classe ou en famille, un quiz ludique, une affiche pédagogique, un livret pour les enseignants conforme au programme scolaire ou encore un livret pour les parents pour pouvoir discuter avec les enfants du danger du numérique. Et toutes ces ressources sont disponibles sur le site internet de la CNIL. Merci beaucoup Irina. Effectivement, la communication, c'est la clé pour éviter toutes ces fraudes. Aujourd'hui, quelle solution vous préconisez à notre maman qui est avec nous et puis à ceux qui nous regardent, aux parents qui nous regardent? Est-ce que les mots de passe à rallonge, c'est efficace? Est-ce que le code parental est-il toujours efficace? Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui? Alors, moi, ce que je conseille déjà, c'est d'expliquer ce que représente un document d'identité, l'importance d'un document d'identité. Aux plus jeunes, bien évidemment. Il faut savoir que par rapport aux adultes, lorsqu'on me demande ma carte d'identité en contrepartie d'un badge, j'ose demander, est-ce que vous me transmetteriez votre carte de paiement, votre carte bancaire avec votre code, parce que moi, je ne vous transmets pas ma carte d'identité en contrepartie d'un badge. Donc là, c'est déjà une précaution de dire, la carte d'identité, nous en sommes responsables. D'une part. Par rapport aux réseaux sociaux, à l'intrusion cyber, évidemment, les codes, non seulement il faut les changer régulièrement. Ça, c'était une précaution, les codes. Et au-delà de les changer régulièrement, il faut qu'il y ait un parent qui puisse, parce qu'ils peuvent les changer, les jeunes, les codes pour accéder. Et puis des codes différents surtout. Et les codes différents. Donc après, il faut s'en rappeler. Donc c'est ça le problème. Voilà, il faut s'en rappeler. La mémoire. C'est le problème de ma vie. Je vous le dis franchement. C'est un enfer. Il y a des systèmes. Il y a des systèmes sécurisés qui sont générés automatiquement. Avec avec une certaine marque de smartphone. En tout cas, il y a effectivement une façon d'enregistrer le visage et les mots de passe apparaissent. Mais après, on peut tout faire. On peut mettre la serrure la plus efficace, mais si la fenêtre n'est pas renforcée, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est sensibiliser sur l'usage de l'Internet, parce que là, ça laisse des traces à vie, et les traces et une réputation. Et quand on devient jeune adolescent, enfin quand on est adolescent et qu'on devient jeune adulte, pour ne serait-ce que rentrer dans une entreprise. Moi, je sais que je fais une enquête par rapport à quand je reçois des étudiants en stage ou quand j'embauche, bien évidemment, je vérifie qu'il n'y ait pas de traces nuisibles pour mon entreprise par rapport à des faits. Donc, du coup, c'est très important aussi d'envisager le futur et un futur serein. Et nous en sommes au tout début, malheureusement, ou heureusement, en tout cas, du tout numérique et de toutes ces fraudes qui gravitent autour. Merci en tout cas, Marie Azevedo, directrice d'IDVérif et fondatrice également de l'association Réseau Club, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé surtout sur ce phénomène. Nathalie Toussaint, merci également d'avoir été avec nous. Vous êtes parent d'élèves à Suresnes de 2 enfants, 10 et 14 ans. Bon courage. Oui. Et vous êtes en tout cas utilisatrice. Je vais aller couper Internet tout de suite. Il n'y a plus de Wi-Fi, les enfants, à la maison ce soir, on vous le dit. Et vous êtes également utilisatrice de la plateforme IDVérif. Merci beaucoup Irina d'avoir été parfaite comme d'habitude. On se retrouve quant à nous très vite, toujours sur School TV. À très vite.